À notre dernière table ronde de la matinée, on a gardé pour la fin probablement ce qui vous occupe jour et nuit, à savoir, et on en a parlé dès le démarrage, l'intelligence artificielle. Non pas que ce soit nouveau pour les directions des ressources humaines, parce que les fonctions RH, avec probablement les fonctions finance, sont des fonctions qui ont intégré depuis longtemps de l'intelligence artificielle à leur process, mais de l'intelligence artificielle au sens algorithmique. Et c'est pas ça dont on va parler maintenant. Ce qu'on va aborder, c'est vraiment cette rupture qui est liée à l'intelligence artificielle générative. En quoi est-ce qu'elle impacte les fonctions RH dans l'exercice de leur métier? En quoi elle impacte le rôle des RH auprès des collaborateurs? En clair, en quoi l'essence de votre métier est bousculée finalement par cette révolution? Et si certains métiers se sentent plus menacés que d'autres par l'intelligence artificielle, eh bien, est-ce que le vivre ensemble peut exploser, peut craquer? C'est des questions qu'on va poser à Jérôme Sullivan et Pierre Conquer, que j'appelle maintenant. Alors, on a de la chance parce que j'ai quand même à ma droite l'un des meilleurs experts, en tout cas le plus pédagogue, j'en suis absolument persuadée, parce que j'ai tout compris grâce à Jérôme Sullivan, qui est en charge de la veille marché pour Workday, et Pierre Conquer. Alors, on a fait une petite entorse. Vous n'êtes pas DRH. Vous êtes directeur administratif et financier. Mais, on vous pardonne. Parce que vous êtes aussi très, très impliqué dans les problématiques RH du groupe Impact. Par définition, en fait, ce groupe, c'est un groupe RH. Parce que Impact, alors, le principe, c'est que vous embauchez en CDI des professionnels que vous mettez ensuite à disposition d'entreprises qui, jusque-là, faisaient plutôt appel à des intérimaires. On est essentiellement dans les métiers de la logistique. Ça fonctionne comment? C'est quoi le métier d'Impact? Ah, ça... Alors... Ça, tous les DRH savent le faire. C'est le non, mais sinon, s'il ne fonctionne pas, vous allez vous le partager. Voilà. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc oui, Impact, c'est le fruit d'une idée de deux cousins qui datent d'il y a 10 ans, qui ont constaté qu'il y avait une forme de précarité trop importante sur le marché de l'emploi, avec deux options. Une option de CDI internalisé très forte, mais peu agile, et une option d'intérim très agile, mais relativement précaire. Donc ils se sont dit qu'ils allaient créer un modèle pour accompagner et déprécariser le marché de l'emploi via des structures assez innovantes que sont les groupements d'employeurs, en embauchant des salariés plutôt habitués habituellement à l'intérim, en CDI, donc du CDI de droit commun et non pas du CDI intérimaire, sur CGE. Et donc, au sein de CGE, on fait adhérer nos clients qui deviennent donc adhérents, partie prenante active du GE, et qui peuvent avoir recours à la main-d'œuvre du GE. Donc c'est vous l'employeur de tous ces collaborateurs? Exactement, c'est le GE qui est administré par notre société. Et donc c'est un modèle qui a bien fonctionné parce qu'en l'espace de 10 ans, on est passé d'une idée à plus de 2000 collaborateurs, 2000 salariés placés partout en France, essentiellement en logistique, mais également dans l'industrie, le médical et dans pas mal de secteurs à venir aussi. Et donc après, vous les mettez à disposition, donc vous l'avez dit, des entreprises qui sont adhérentes. Donc on est sur ce qu'on peut appeler du temps partagé. Voilà pour la présentation d'Impact, c'est clair? Ça, exactement, okay. Ouais, le temps partagé, c'est quelque chose qu'on promeut également via notre modèle. Jérôme, à votre tour, donc Workday. Alors il y a très forte chance pour que pas mal de gens dans cette salle utilisent vos solutions, puisque vous êtes sur RH Finance, 10 000 clients dans le monde, donc potentiellement quand même certains ici. Combien en France ? Alors aujourd'hui, on a 150 clients basés en France, et quand on met les filiales des groupes internationaux qui ont une activité en France, on arrive sur une communauté d'à peu près 1 millier de clients sur la France. Ok. Et donc, vous avez tout autant des entreprises du CAC 40 que des PME, des ETI, tout secteur Alors, à un moment, notre tagline, c'était de 100 à 1 million d'employés, puisque c'est à peu près le cadre qu'on fait. On a des sociétés en France plus petits, je crois que c'est Wendel, ils doivent être 150, avec un métier un peu particulier en banque d'investissement, mais dans la région Digital Virgo, dans la tech, ou Chuan, que j'ai découvert à Saint-Étienne, pour les chevillères et les genouillères, pour ceux qui ont des accidents. Le médical. Voilà, dans le médical, exactement. Tout à fait. Et puis après, la moitié du CAC 40. Donc tout ça, ça fait X millions d'utilisateurs et X milliards de données qui viennent nourrir votre propre intelligence artificielle générative. Ouais. Non, effectivement, c'est 70 millions d'utilisateurs RH au quotidien, enfin employés RH, tout partenaire confondu. Et de mémoire, le dernier chiffre, on est à 5 milliards de données traitées par année qui viennent nourrir effectivement tout ça au sein d'un modèle partagé, tous les modèles qu'on est capable de faire tourner, donc soit pour faire du benchmark, pour faire de l'apprentissage renforcé,
pour les techniques de machine learning. Alors, on est d'accord que l'intelligence artificielle en tant que telle, c'est pas nouveau pour les fonctions RH. Non, en fait, ça existe depuis assez longtemps pour tous les gens qui font un peu de prédiction. Il y avait des niches qui existaient sur les chantiers intempéries, avec des prédictions météo, avec est-ce que je vais pouvoir faire mon chantier, pas mon chantier, sur de la prédiction sur les compétences, etc. Donc, ce qui a vraiment changé, c'est plutôt la rupture technologique. Passer dans un monde où on avait de l'IA qui était utilisée par des experts pour faire de la prédiction, de la modélisation, à quelque chose que je peux mettre dans les mains d'à peu près tout le monde, avec le bon accompagnement. Et puis l'autre rupture, alors la première rupture, en effet, c'est que c'était peut-être réservé, entre guillemets, à des experts, et là, c'est dans les mains de tout le monde. La deuxième rupture, c'est que sur les fonctions RH Finance, notamment, ça permettait de gagner du temps. Oui. OK. Là, en fait, on va plus loin, on gagne du temps, mais on fait différemment. Moi, je pense que c'est vraiment ça, la rupture qu'on a eue, c'est ce qu'on a dit aussi ce matin. Il y a plein de petites tâches pour lesquelles on va pouvoir améliorer le quotidien et trouver 3-4 points de productivité. Ça ne change pas la vie, ça peut aider les managers, ça peut leur créer des nouvelles tâches aussi, à vérifier que l'IA n'a pas dit n'importe quoi sur une revue de performance. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est comment on peut repenser sur le métier de base de la RH, de comprendre quels sont mes métiers, quelles sont les tâches associées à un métier, quelles sont les aptitudes associées à ces tâches. On peut faire un nouvel arbitrage et se dire, mais là, j'ai peut-être l'opportunité de penser différemment mes processus. Si on prend les cas d'usage, puisque c'est comme ça qu'on en parle, sur lesquels l'intelligence artificielle générative permet dans un premier temps d'accélérer. Pour rester quand même sur ces process qui vont aller plus vite, c'est toutes les questions que les collaborateurs peuvent poser, par exemple. Déjà, là, au moins, ils ont une réponse. C'est ça. Enfin, pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Non, je trouve que le 48 heures de la maison des managers, c'est vachement bien, parce qu'on est sur des problématiques un peu compliquées, un peu multiformes, j'ai une équipe à gérer. Par contre, on s'est rendu compte que sur tous les sujets, où est-ce que je trouve la politique maternité, est-ce que j'ai le droit à mes congés, j'ai le droit de faire, en fait, ce qui va compter presque plus finalement que la précision de la réponse exacte au centième, c'est la rapidité avec laquelle je vais être capable de trouver ça. Être capable de poser la question, de dire le document il existe quelque part dans une base SharePoint, Lotus Notes pour les gens qui ont vu ça, etc., qui est perdu dans l'entreprise. Finalement, on simplifie cette expérience-là et sur ces tâches répétitives, finalement ultra chronophages et pour lesquelles l'intelligence artificielle générative va apporter une réponse qui va être au moins aussi bonne. Et puis qui va être de meilleure, enfin de plus en plus bonne d'ailleurs, voilà, puisqu'elle va apprendre. Si donc non seulement elle répond vite et elle va répondre de mieux en mieux. Exactement. Donc ça c'est le premier, on va dire le premier point. Évidemment derrière, c'est là où il y a beaucoup de volume à traiter. Donc que ce soit dans le recrutement, j'imagine, la paie, le juridique. En fait, il y a quelque chose qui était assez rigolo quand on a commencé les premières expérimentations avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on s'est retrouvé avec une armée de stagiaires infinie. C'est-à-dire qu'il y avait plein de tâches qui n'étaient pas trop compliquées, pour lesquelles il n'y avait pas énormément d'impact si ça n'était pas juste, si ce n'était pas bon. Et on s'est retrouvé avec tous ces gens-là, on va pouvoir faire plein de tâches compliquées ou plein de tâches où il y a du volume. Alors, en fait, l'IA générative, c'est une armée de stagiaires. Qui apprend. Alors la vitesse avec laquelle elle va apprendre, avec quelle véracité, comment on va contrôler tout ça, ça c'est des vrais enjeux. Côté éditeur à contrôler cette partie-là. Mais effectivement, sur les tâches qui prennent du temps, et le recrutement, alors le recrutement c'est toujours un peu embêtant parce qu'il y a un aspect équité et puis il y a un aspect, on doit pouvoir être objectable, on doit pouvoir dire pourquoi on a dit non, mais il y a aussi un enjeu de réponse. Si on prend Decathlon aujourd'hui qui a un client, ils reçoivent plus de, je sais pas, 1 million de CV par an. Traiter 1 million de CV par an à la main, je ne sais pas comment sont vos budgets d'embauche côté des DRH. En tout cas, nous, les DRH qu'on rencontre, ils n'ont pas l'ambition d'embaucher 10 000 personnes au service recrutement. Donc, comment on les aide à trouver des catégories? Peut-être là, commence par regarder là, tu vas peut-être trouver la perle rare. Là, il y a une deuxième catégorie, peut-être il y a un autre type de perle rare. Et voilà. Oui, parce que ce que vous me disiez, c'est qu'elle ne fait pas seulement le tri, l'intelligence artificielle générative. Elle est capable, entre les lignes, alors du CV quand il y en a un, désolé Laurent, parfois il y en a encore, mais elle est capable de voir qu'il y a une compétence cachée qui peut peut-être correspondre à un job, alors pas celui pour lequel on cherchait au départ, mais celui de juste à côté. Et c'est là que ça réinvente le process. Oui, parce qu'en fait finalement, cette capacité effectivement à parler des compétences et à parler des aptitudes et pas juste de les gens qui sont accompagnés, qui font un beau CV,
d'être capable de lire entre les lignes et de faire des liens. Ah, mais parce que tu as fait tel poste dans telle entreprise, tu as peut-être cette compétence qu'on est capable de mettre en avant. Alors, pas avec un niveau expert, peut-être c'est un niveau intermédiaire, mais ça peut être, sur ce marché en tension, sur certains postes, super intéressant. Et la machine, elle fait ses liens de façon automatique et encore une fois quasiment instantanée. Est-ce que oui ou non, est-ce que vous êtes capable de répondre à cette question? Elle a plus ou moins de biais que le recruteur? Alors, elle en a un peu, elle a moins d'affect. Donc, elle a toujours un biais parce que le machine learning s'entraîne sur un jeu de données. Donc, si le jeu de données est biaisé au départ, on va forcément avoir une réponse biaisée. Mais si on regarde, nous, on a beaucoup travaillé avec un partenaire qui s'appelle Textio. Ils font de l'aide à la rédaction d'offres ou de l'aide à la rédaction de performance en disant bah, attention, ce mot-là n'est pas inclusif ou ce mot-là est stigmatisant. Alors j'en ai noté 2. Le mot brillant apparaît à 9 chances d'apparaître sur un profil masculin versus une chance sur un profil féminin dans une revue de performance. Bon, c'est dommage parce que brillant, c'est un qualificatif qu'on aimerait bien tous avoir. Et en moyenne, les femmes reçoivent 20% de plus de feedback basé sur leur personnalité plutôt que sur leur travail ou les choses qu'elles font. Donc, être capable de détecter ces choses-là, ça permet d'avoir effectivement de faire prendre conscience, parce que je pense que c'est la première chose, faire prendre conscience que les mots qu'on utilise ne sont pas forcément inclusifs ou peuvent être un peu plus stigmatisants, et de le mettre donc ça fait partie de l'apprentissage pour les salariés, et puis ça permet de promouvoir une culture un peu plus propre de pourquoi on donne du feedback en entreprise, pourquoi on fait une revue de performance en entreprise. C'est pas un test de personnalité. Cette problématique du recrutement, vous, en termes de masse, ça représente quoi? Parce que Impact, c'est votre job, c'est de recruter. Donc, Oui, complètement. Nous, c'est notre principal cas d'usage. Impact, en termes de recrutement, c'est entre 100 à 300 CDI par mois, avec un turnover naturel. Mais bon, comme je l'expliquais tout à l'heure, nous, on place des CDI. Donc, on ne recrute pas d'autres types de profils que les CDI. Et donc, c'est X milliers, voire dizaines de milliers de CV à trier chaque mois. Nous, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, on était sur quelque chose de quasiment exclusivement manuel. Donc avec des batteries de stagiaires ou d'assistants qui passaient 1, 2, 3 heures par jour à revoir des CV. Et là, ça a été notre premier cas d'implantation de l'IA. C'était de se dire en fait comment est-ce qu'on va aller gagner en productivité en permettant d'aller faire des tâches à plus forte valeur ajoutée et limiter ce temps-là justement juste pour l'IA et pas pour l'humain. Ça nous amène forcément à la question que tout le monde se pose, ou en tout cas que vos équipes probablement se sont posées. Enfin, c'est l'impact sur l'emploi. Voilà, la question elle est facile, hein, mais oui ou non, est-ce qu'il faut qu'ils s'inquiètent? Je ne sais pas pour vos structures, mais chez nous, c'est vrai que c'est un stress assez énorme de la part des équipes, peu importe le secteur, que ce soit RH, finance, communication, toutes les BU de notre entreprise, environ 140 collaborateurs sont plus ou moins stressés de l'arrivée de l'IA. Et je pense que là, justement, il y a un rôle énorme de la direction, du codir et des managers d'accompagner ce changement-là. Moi, j'ai entendu une phrase l'autre jour qui m'a pas mal plu, c'est l'idée de dire que l'IA ne va pas remplacer les salariés. Par contre, les salariés qui maîtrisent l'IA remplaceront ceux qui ne la maîtrisent pas. Et je pense que ça, c'est notre rôle en tant que manager ou dirigeant, d'aller l'expliquer à nos équipes en expliquant qu'en fait, c'est un levier formidable, l'IA. Ça va augmenter l'intérêt de leur job. Et alors, même si moi, je suis quand même plutôt jeune, j'ai à peine 30 ans, mais pour autant, j'ai vu l'arrivée, quand j'ai commencé à travailler, de l'OCR en comptabilité et de tous ces prophètes qui annonçaient la fin du métier de comptable. Et sauf qu'aujourd'hui, on sait tous très bien que le métier de comptable, c'est le métier le plus demandé. Et donc moi, c'est ce que j'essaie d'expliquer en Codir aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est pas tant d'aller optimiser les ressources et réduire les effectifs, plutôt d'aller changer leur métier et les accompagner dans quelque chose qui a beaucoup plus de force, beaucoup plus de valeur ajoutée qu'aujourd'hui. Donc, ça nous amène à la gestion des compétences. Là-dessus, l'IA générative a beaucoup à apporter en termes de réinvention, vraiment, de la façon dont on traite ce sujet-là. C'est pas juste gagner du temps, là, pour le coup. Hein. Non, au service de la mobilité interne, de la formation, de l'évolution. Déjà, l'IA apporte une capacité à faire des cartographies de compétences, des cartographies d'aptitudes quasiment en temps continu. Et pas tous les 3 ans quand on fait la GPEC voilà, obligatoire. Pas tous les 3 ans, on ne fait pas ça. Enfin, c'est 3 ans, 2 ans, j'ai un petit doute. C'est vous les experts. On n'est plus, en tout cas, on arrive à un moment où finalement, on arrive à quasiment faire du temps réel sur ces parties-là pour savoir qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce qui ne me manque pas. Et sans avoir besoin de refaire des cartographies de compétences compliquées, des catalogues d'emplois compliqués qui sont obsolètes dès qu'on les met à disposition. Et avec l'idée que l'IA va également accompagner les managers de proximité dans leur évaluation. Voilà les compétences que nous, on a trouvées. Voilà les questions associées pour évaluer à quoi ça peut servir, etc. Donc on est vraiment là dans le coup pour l'aide à la réinvention des métiers.
À condition que derrière, ce soit suivi des faits. Parce que si, entre guillemets, on promet, maintenant on aura une cartographie des compétences en temps réel, actualisée toutes les semaines, mais qu'il n'y a pas de mobilité interne possible, on crée un truc hyper déceptif. On revient un petit peu à cette idée de quel est le contrat social. Je donne du temps, je donne mes compétences. Finalement, quand je fais mon bilan avec mon manager, on donne tous les deux quelque chose à l'entreprise. Si derrière, il n'y a pas effectivement... Quelle est l'étape d'après sur la mise en place d'une bourse à l'emploi, sur des mobilités internes, des prêts internes? On va créer une déception, on va se dire j'ai fait tout ça, pourquoi? Donc c'est vraiment cette idée, il y a d'abord une cartographie, mais derrière il y a cette idée... Il faut expliquer ce qu'on va en faire en fait de l'intelligence artificielle générative. Il faut expliquer ce qu'on va en faire et en quoi ça va profiter finalement à chaque collaborateur au service de sa carrière. Il faut aussi expliquer pour pouvoir rassurer, vous le disiez Pierre, ça suppose de comprendre soi-même en tant que DRH ou DAF, et donc de se former à l'intelligence artificielle. Enfin, générative, bien sûr, mais oui, vous-même, par exemple... Moi, j'ai entendu une idée qui nous a plu et que j'ai repris en Codir il n'y a pas longtemps, c'est le fait d'augmenter l'initiative de l'IA auprès de nos collaborateurs. Nous, on a changé de siège il n'y a pas longtemps et on a proposé aux équipes de participer au choix des matériaux, de tout ce qui pouvait embarquer le siège. On essaie de faire pareil avec l'IA. C'est de se dire finalement comment est-ce qu'on peut et comment est-ce que ça peut être, plutôt que d'être un top-down, un bottom-up, qui viennent des équipes, dire en fait, je suis en RH, je suis en finance, j'ai 1-2 heures par semaine dans lesquelles je peux me renseigner, je peux participer à des webinaires, je peux creuser des sujets pour savoir comment en fait l'IA va changer mon métier et comment je serai toujours plus épanoui dans mon métier. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est assez prémisse aujourd'hui, mais effectivement, je pense qu'il y a un rôle de l'entreprise et du management dans la formation. Sans quoi on rejoindra l'idée que j'évoquais juste avant, c'est qu'en fait on se fera remplacer, en fait on perdra en compétitivité et on sera moins bon dans notre accompagnement RH, nous comprenons, et on n'existera plus. Donc il faut former les collaborateurs à l'intelligence artificielle générative, il faut se former soi-même des RH. Est-ce qu'ils le font? Enfin, est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est complexe? Oui, je pense que ces matinées en font partie. C'est vrai, c'est de la formation quelque part. C'est de la formation. Ou de l'information en tout cas. Oui, de l'information en tout cas. Il y a un premier sujet, et on en a parlé sur le risque, la peur, c'est d'arrêter de faire de l'anthropomorphisme autour de l'IA. Je pense que Benoît Serre l'a dit très bien au début, c'est un outil. Gardons-le en tant qu'outil. Arrêtons de donner un nom féminin à tous les chatbots. Parce que c'est vraiment ce qui peut arriver de pire, c'est faire croire qu'on va avoir un avatar à côté, un jumeau digital. Non. Le jumeau digital aujourd'hui, c'est une façon snob de dire c'est une fiche employée avec les aptitudes, les compétences et tout ce qui se rapporte à l'employé. Donc il y a d'abord cette idée de comprendre effectivement comment on va intégrer l'IA. Et puis après, démystifier l'impact. Il y aura un impact sur les métiers. Je pense que tu l'as très bien dit sur une réinvention, un changement. Le changement, il existe. On l'a tous vécu, les premiers ERP il y a 30 ans. Après, on est tous passés dans le cloud. On est passé sur le mobile. On discutait avec le monsieur de Liber sur le CRM. On gérait nos PO directement depuis le mobile. Donc, on a tous vécu ces transformations. Il y en a une autre qui arrive. Je pense que ça ne sert à rien d'essayer de l'éviter. Mais par contre, se former, comprendre les cas d'usage et être, comme on l'a dit, s'emparer du sujet, parce qu'on parle d'un sujet qui touche les compétences et ce que fait l'entreprise, ses processus métiers. Et ça, c'est du domaine de la RH. Il y a peut-être un dernier point pour conclure que je voulais aborder, qui est que tout ce que vous dites, ok, le cadre, il n'est pas hyper clair non plus quand même encore. Le cadre réglementaire, je veux dire, c'est un peu flou. Enfin, même Pierre, entre guillemets, le regrettait quand on s'est parlé. On en est où? Enfin, les entreprises, elles se regardent un petit peu en mode, qui va se prendre le premier coup de bâton C'est ça, c'est comme la RGPD, on attend qui va prendre la première amende. Pour l'instant, on a des cadres réglementaires qui sont très variés en fonction, on a une partition géographique entre des gens qui ont plutôt une approche anglo-saxonne. On va retrouver les pays anglo-saxons et les États-Unis sur une approche on va aller le plus vite possible, tant pis si on casse tout, on verra bien ce qui reste à la fin. Et puis on a une approche qui est plutôt l'approche de l'Europe, de se dire mais il faut poser des principes un peu philosophiques sur ce qu'on attend, sur ce qui est une IA éthique, sur ce qui est une gouvernance, sur ce qui est le respect des données, et comment on traite ces choses-là. Il va falloir trouver probablement un juste milieu, parce qu'un truc à ne pas ignorer, c'est les sommes en jeu côté anglo-saxon. J'ai regardé là justement, Microsoft a investi 85 milliards cette année. C'est avec un grand M, le milliard. Donc quand on met ça en face de ils vont aller vite et tout casser, comment effectivement au sein de l'Europe, on trouve un cadre qui permet de faire quelque chose qui est raisonnable,
mais qui permet quand même d'aller de s'approprier ces technologies-là. Et une partie de votre job, c'est aussi d'être en veille de ça, Alors nous, on est en et puis veille, d'accompagner vos clients. On a sur... 5 personnes à Bruxelles qui s'occupent des lobbyistes, de quel est le cadre, comment on fait ça correctement, comment on s'assure que les engagements de data privacy qu'on veut avoir en Europe sont compatibles avec l'exploitation par des sociétés hors Europe, etc. Donc oui, ça fait partie du job d'anticiper, parce qu'un des freins à l'IA, c'est la peur effectivement, de ce qui va se passer. Donc, essayer d'anticiper ce cadre. Anticiper, expliquer, faire preuve de pédagogie, c'est ce que vous avez fait tous les deux et je vous en remercie beaucoup. Merci à vous deux.